le commencer quand le webinaire… Il y a 35 ans environ. Alors, nous organisons beaucoup d'événements présentiels et bien sûr, nous avons basculé sur les événements à distance. Mais tous les ans, nous avons un sujet à côté de nos activités quotidiennes, si je puis dire. On a un sujet de réflexion qui débouche sur un ouvrage avec certaines propositions. Donc, il y a l'année dernière, c'était sur le multilatéralisme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre plus acceptable par le maximum de personnes et plus efficace. Cette année, c'est l'intelligence artificielle. Il y a 2 ans, c'était l'avenir de l'Europe. Et après l'intelligence artificielle, qui va donner lieu à un ouvrage très prochainement, nous sommes attelés depuis quelques mois à la question de la souveraineté, de la résilience. Naturellement, ce sujet découle de l'actualité, pas seulement, mais naturellement, la Covid-19 a montré, au moins en France et dans d'autres pays, des faiblesses en matière d'approvisionnement de certains produits, notamment les produits médicaux, comme les masques, le paracétamol, etc. Et donc, et le président de la République, Emmanuel Macron, a également tenu des propos sur la nécessité pour la France et la France à travers l'Europe de renforcer cette capacité à résister au choc. D'où notre sujet pour cette année, qui est également une partie de l'année prochaine. Alors, c'est un sujet naturellement qui est largement débattu, étudié en France et ailleurs, mais nous essayons de le traiter à notre manière et donc de le rendre plus original par rapport à d'autres travaux en cours. Et l'originalité de la Fondation Prospective et Innovation, c'est de mélanger à la fois le national et l'international, le politique, l'économique, le technique. C'est d'avoir un regard qui soit à la fois le plus large possible et également avec une grande dose d'empathie, c'est-à-dire faire l'effort de comprendre les autres, pourquoi ils pensent comme nous, pourquoi ils ne pensent pas comme nous, et ainsi nous pensons que ceci donne une originalité à nos travaux, une plus grande exactitude et donc dans les recommandations que nous pouvons faire, peut-être une plus grande pertinence. Donc, nous avons une série de vidéoconférences. La semaine dernière, c'était avec un avocat franco-coréen, coréen du Sud, qui nous a expliqué ce qu'est la souveraineté dans la Corée, un pays qui est quand même dans une situation extraordinairement complexe. Nous avons eu également une vidéo avec le directeur général adjoint de la concurrence, du commerce à Bruxelles. Nous allons avoir ainsi toute une série de vidéos qui vont nous permettre de recueillir des points de vue sous des angles différents. Nous allons également avoir avec les Allemands, les Portugais, de tels exercices, de sorte que des pays européens ou non européens dans des positions différentes nous font part de leur vue. Alors, naturellement, on a immédiatement pensé à la Hongrie. Nous avons déjà eu avec votre ambassadeur à Paris, avant la Covid, dans le cadre de l'avenir de l'Europe, une réunion extrêmement intéressante. Et l'objet de cette réunion de ce matin, c'est surtout de recueillir
vos vues sur un certain nombre de sujets. Le premier, c'est naturellement le concept de souveraineté. Dans quel domaine, jusqu'où la souveraineté est conforme à l'intérêt national. Nous avons vu avec la Corée la semaine dernière que chez eux, ce qui compte le plus, c'est l'intérêt national et que parfois la souveraineté doit s'effacer derrière l'intérêt national. Donc, bien sûr aussi, chez nous, nous avons donc vécu cette expérience de la Covid. Elle est mal vécue, je dirais, à la fois économiquement, politiquement, médicalement. Elle doit entraîner des réactions, mais on voit bien qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire, parce que ça a aussitôt un coût économique important. Voilà, donc le second, donc premier point, le concept de souveraineté, l'impact de la Covid sur une prise de conscience. Seconde catégorie de questions, de sujets, c'est les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur sont une illustration de cette interdépendance, de cette dépendance, mais aussi du fait que ces chaînes de valeur nous ont permis d'élever notre niveau de vie, de progresser dans les activités économiques. C'est également un sujet qui est relié aujourd'hui à la souveraineté, notre place dans les chaînes de valeur, mais qui renvoie à une problématique plus générale qui est celle de la mondialisation du chômage, des laissés pour compte de la mondialisation, avec une tendance de droite ou de gauche d'ailleurs, qui est de dire si on ramène chez nous des éléments, des maillons de cette chaîne de valeur, eh bien on va gagner en autonomie, en emploi, en richesse nationale. Donc c'est un sujet qui est discuté, bon, avec des positions politiques et des positions plus économiques. Voilà, donc ça c'est le deuxième type de sujet. Sur les chaînes de valeur, à côté de ces aspects de souveraineté et d'emploi, de valeur, il y a la question de la Chine. Parce que en France comme ailleurs, il y a une défiance qui a considérablement augmenté vis-à-vis de la Chine, à la fois du fait de la Covid, que certains, naturellement, s'empressent d'imputer dans ses effets à la Chine, et puis également le fait que les masques qui venaient de Chine, les produits, les principes actifs médicamenteux venaient de Chine, etc. Donc, c'est également une des raisons pour lesquelles il y a cette mise en avant de la souveraineté et de la reconfiguration des chaînes de valeur. Donc, ça nous intéresse également de voir comment en Hongrie la Chine est perçue de ce point de vue. Et enfin, le dernier sujet, c'est celui de la relation avec les États-Unis, avec Joe Biden. Est-ce que cela va avoir un impact sur cette volonté de l'Europe d'affirmer son autonomie stratégique, ou voilà, impact positif ou impact négatif. Voilà, donc on aimerait bien avoir sur ce quatrième point des vues de votre part, étant entendu que cet exercice, naturellement, il est destiné à alimenter nos réflexions sur la souveraineté, la résilience, et que la publicité qui peut être donnée à nos échanges est fonction de vous-même. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit à M. Gergely, nous n'avons pas d'objection à ce que vous diffusiez de votre côté,
de notre côté, nous ne diffusons que avec votre aval. Hein. Voilà, Jean-Pierre, j'étais un peu long, mais c'est un investissement, donc ça va permettre de gagner du temps après. Voilà. Bon, moi, simplement, j'ajoute un mot et je laisse la parole à nos amis. D'abord, je voudrais dire que je suis très content de pouvoir être avec vous. J'ai été parlementaire européen avec Otto d'Habsbourg. Et donc, j'ai connu cette grande personnalité. J'étais dans le même groupe, le Parti populaire européen. Et donc, je l'ai bien connu. Il y avait à l'époque le président Giscard d'Estaing dans le même groupe. Et on avait des discussions entre Giscard et Otto d'Habsbourg qui étaient absolument extraordinaires de profondeur, de connaissances historiques et aussi de responsabilité publique. Donc, je suis très heureux d'avoir ce fil avec vous aujourd'hui, puisque au fond, ça fait partie de ma formation politique de base. Simplement pour prolonger ce que dit Serge, ce qui est vraiment très important pour nous, on l'a vu à l'occasion du Covid, quand on s'est aperçu qu'en France, on ne pouvait pas avoir de paracétamol pour soigner une migraine parce que les médicaments étaient tous chinois. Et donc là, naturellement, l'appel à la souveraineté est arrivé. Que fait la France? Que fait l'Europe? On n'a plus aujourd'hui de capacité de souveraineté sanitaire. Et donc, tout le monde a appelé à la relocalisation. Mais évidemment, sur ces sujets, on a vu très vite qu'il y avait des difficultés parce que s'il y avait eu délocalisation, c'est souvent que les modèles économiques imposaient cette délocalisation et donc il fallait s'attacher au modèle économique. Et donc, au fond, on s'aperçoit clairement qu'aujourd'hui, il y a une sorte de dialectique à la fois souveraineté et coopération internationale, que les deux soient s'articuler et que pour chaque pays, il y a une part de souveraineté et une part de coopération internationale et qu'il faut pouvoir trouver les équilibres et définir les sujets sur lesquels la souveraineté apparaît essentielle. Ça a vraiment été dans la société française, ça a vraiment été un sujet posé par la Covid à partir de l'approvisionnement en matériel de santé et en médicaments. Donc ça, c'est un sujet très important pour lequel on voudrait avoir votre split, je dirais, votre organisation, votre arbitrage entre souveraineté et coopération internationale. Et puis, le deuxième sujet, c'est le sujet, pour moi, que j'ajoute à ce que dit Serge, c'est la question politique, y compris dans l'Union européenne, comment concilier unité et diversité, notre devise, et comment faire en sorte que la paix à laquelle nous sommes tous attachés, qui est fondée sur le dialogue, comment faire vivre différence et dialogue, et comment faire en sorte que chacun puisse avoir justement sa souveraineté politique et capacité de la mettre en œuvre, mais en même temps, comment répondre aux objectifs communs de l'ensemble de l'Union. Et donc là, on voit bien par l'actualité qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants, mais on voit bien aussi qu'il faut conjuguer diversité et unité si on veut maintenir les ensembles tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc ça, c'est un sujet stratégique, mais on voit bien que dans ce monde aujourd'hui très incertain et très dangereux, que la seule façon d'avoir un espace de paix, c'est d'organiser le dialogue avec ceux avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord. Donc, tout ceci est quand même d'une grande complexité. Voilà, donc, du côté français, nous nous sommes exprimés. Je laisse nos amis, et avec le programme que Serge a prévu, nos amis hongrois s'exprimer. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. De côté de notre fondation aussi, nous remercions pour pouvoir échanger avec vous ce matin. Et je pense qu'on aura trois intervenants de côté hongrois de grande expérience qui peut nous donner son avis sur des différents sujets. Donc, sans tarder, je passerai la parole. Je pense que pour la première fois, peut-être à Monsieur le ministre Martonyi, qui pourrait commencer premier, et ensuite Monsieur László Trócsányi, et à la fin peut-être Monsieur Bálint Oblonsky,
qui pourrait dire à son point de vue ce qui est par rapport à ces questions qui ont été posées. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, Monsieur le Premier ministre, chers amis, Madame l'ambassadeur, cher Pascal, c'est la deuxième fois que nous avons un dialogue, discussion franche, informelle avec les amis, avec les sujets. Alors, les grands principes ont été déjà énoncés, je pense, ce matin. Alors, je voudrais aborder quelques questions seulement pour être bref. Peut-être aussi quelques principes plutôt élémentaires. Parce que moi, je vois certains malentendus, même certaines confusions parfois, en ce qui concerne le sens des concepts, plus particulièrement du concept de la souveraineté. Sur la souveraineté, deux mots, peut-être trois. D'abord, la souveraineté par nature illimitée. C'est la nature du concept. C'est l'origine du concept. Comme concept juridique ou théorique, la souveraineté ne peut être qu'illimitée. Alors, mais en principe, en théorie, en réalité, la souveraineté, comme on sait très bien, est toujours limitée par les contraintes extérieures, intérieures, par du droit international, par autolimitation, etc. Mais on sait aussi que la souveraineté est un attribut indispensable de l'État. Inversement, c'est uniquement l'État qui peut être souverain. D'où vient que, par exemple, l'Union européenne ne peut être souveraine, parce que l'Union européenne n'est pas un État. L'Union européenne peut avoir une autonomie, par exemple, l'autonomie du droit de l'Union est un concept très cher pour la Cour de justice. L'Union européenne peut avoir aussi une certaine autonomie stratégique. Peut-être nous allons en parler, parce qu'il faudrait quand même éclaircir un peu ce concept, qui est très intéressant d'ailleurs. Mais l'Union européenne ne peut pas être souveraine. D'où vient aussi que la souveraineté telle qu'elle, enfin le noyau dur, dans un sens juridique, de la souveraineté ne peut pas être partagé. Parce que c'est toujours l'État souverain qui a la souveraineté. En réalité, bien sûr, c'est une autre chose. Alors, il y a un écart entre le concept juridique tel quel, historico-philosophico-juridique, je dirais, d'une part, et la réalité factuelle d'autre part. D'où certains conflits, certains dilemmes, d'où certains débats, comme par exemple même aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut traiter cette sorte d'écart et aussi ces efforts de la part des États souverains d'étendre leur souveraineté réelle et factuelle. Alors vient le choc, vient la crise, il y a des impacts multiformes de toutes sortes, très sévères, incertains, dangereux. Alors, qu'est-ce qui sont les impacts plus concrets, plutôt de point de vue sur la mondialisation? Parce que, voilà, c'est un des sujets de ce matin. D'abord, trois choses, trois phénomènes qui caractérisent cette situation du choc, situation de crise causée par la pandémie.
D'abord, le rôle des pouvoirs publics est devenu beaucoup plus important, y compris et surtout de pouvoir de l'État souverain. Mais non seulement cela, aussi sur le plan local, par exemple, le rôle de pouvoir public est devenu plus grand. N'oubliez pas, quand le peste arrive, on ferme la porte. Et la porte est fermée par le château, par nous-mêmes, en ce qui concerne notre maison. Alors, il y a un phénomène de se renfermer parce que c'est la deuxième chose caractéristique, c'est la sécurité. C'est l'importance de la sécurité. La sécurité devient plus importante que n'importe quoi, que les intérêts financiers, que les intérêts économiques, même politiques. C'est la sécurité qui importe pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les gens. Et puis, il y a un troisième élément dont l'importance augmente, c'est le territoire. Il faut garder le territoire. Les frontières deviennent plus importantes. Alors, tout cela mène dans une direction pouvoir public, souveraineté, l'État souverain, territoire, sécurité. Alors, l'impact de tous ces facteurs est que le pouvoir public devient beaucoup plus important, la responsabilité du pouvoir public devient beaucoup plus important, et alors le rôle aussi de l'État, je dirais souverain, devient aussi plus important. Je ne vois pas là un conflit ou bien une contradiction entre la nécessité accrue de la coopération internationale d'une part et la souveraineté d'autre part. Parce que la souveraineté telle qu'elle demande toujours la coopération. Ce sont les États souverains qui sont en mesure d'améliorer, d'augmenter, renforcer leur coopération. Alors, à l'heure actuelle, l'arbitrage n'est pas vraiment nécessaire. Moi, j'ai fait beaucoup d'arbitrage, d'ailleurs, dans ma vie, dans le domaine privé. Mais ici, je ne vois pas de conflit. Il faut renforcer la coopération de toutes sortes, que ce soit la santé, que ce soit toutes les autres choses. Alors, pour l'effet de la pandémie sur la mondialisation, en général, alors mondialement, sur l'Europe et aussi sur la Hongrie. Je ne vois pas trop de différence ici, parce que d'abord, il y a un raccourcissement des chaînes de valeur, normal. C'est déjà en cours. Ensuite, il y a trois choses qui sont déjà en cours. D'une part, la relocalisation des productions, surtout industrielles. Ensuite, la diversification des sources. Troisième, le stockage. Tout le monde fait ça, y compris l'Europe, y compris la Hongrie ou n'importe quel autre pays. C'est la mesure et ce sont les méthodes qui sont peut-être discutées, mais il est tout à fait évident qu'il faut relocaliser, il faut améliorer le stockage et aussi il faut diversifier. Et quand nous parlons de la diversification, nous savons très bien, tout le monde, que nous parlons de la Chine. Et quand nous parlons du raccourcissement des chaînes de valeur, aussi nous parlons surtout, pas seulement, mais surtout sur la Chine. Alors, ce sont les processus qui sont déjà en cours. Voilà comment on le fait. Ça, c'est encore une question ouverte. Mais de toute façon, pour augmenter la résilience, il faut d'abord penser à sa sécurité. Et voilà, la sécurité est devenue, comme j'ai déjà dit, peut-être un peu plus important
que des autres considérations économico-financières. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut garder le commerce international. Il faut aussi voir que le commerce international, dans certains endroits, augmente. Alors, il y a certains processus qui s'accélèrent. Aussi, il y a certains processus qui ralentissent. On dit parfois que c'est la mondialisation des choses qui est freinée, mais par contre, la mondialisation virtuelle, y compris la digitalisation, l'intelligence artificielle, tout cela augmente. Alors, il y a des effets différents. Ce qui est absolument sûr, c'est que le monde change et le monde change rapidement. Celui qui sera en mesure de s'adapter plus vite, plus rapidement, plus efficacement que les autres, celui sera gagnant. Celui qui ne le fait pas sera perdant. Alors, ici se pose la question de l'Europe. Alors, il faut que les travaux qui ont été déjà commencés auparavant, avant le choc, il faudrait être accélérés. Et puis, l'Europe devrait maintenant faire la démonstration de sa capacité de s'adapter, même peut-être plus vite que les autres. Et même chose pour les pays membres. Alors, c'est la technologie qui compte. La technologie et aussi la démographie sont les deux questions où nous avons perdu déjà beaucoup de poids. Il faut donc renforcer notre culture, parce que c'est la culture, si vous voulez, l'identité, qui peut donc faire une contribution importante au développement et démographique et technologique. Mais alors, j'arrête ici. Je n'ai pas encore parlé des spécificités ou bien des particularités hongroises, mais nous y revenons, j'en suis certain. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je passe très rapidement la parole à Monsieur le ministre Troutiani, qui a malheureusement une obligation pour partir très rapidement. Donc, il va nous dire quelques mots avant qu'il soit obligé de nous quitter. Monsieur le ministre, Monsieur Troutiani, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, il y a une réunion au sein de PP aujourd'hui. Il faut que je prenne la parole. Je ne sais pas quand Monsieur Weber invite. Il faut que je commence mon discours ici. Maintenant, la situation au Parlement européen est extrêmement difficile parce que nous sommes dans notre bureau et quand même, alors, le contact entre les collègues, c'est extrêmement difficile. Mais la question de souveraineté, M. Martonyi a expliqué un petit peu la théorie de la souveraineté, mais je prends un autre mot au lieu de la souveraineté, c'est le marge de manœuvre. Le marge de manœuvre d'un gouvernement. Quand j'étais ministre de la Justice, la question était toujours, est-ce que je peux faire quelque chose ou je ne peux pas faire quelque chose? C'était la plus importante question pour le gouvernement. Est-ce que nous avons la liberté ou nous n'avons pas de liberté de faire l'action? J'aime beaucoup la littérature française et en particulier lire le mémoire. J'ai bien aimé lire le livre de mémoire de Jean Foyer. Jean Foyer a mentionné dans son livre que Charles de Gaulle a adressé à son ministre en 1963 le suivant. Il y a d'abord la France, et ensuite l'État, et enfin, dans la mesure où il est possible à préserver les intérêts majeurs des deux premiers, il y a le droit. Cette phrase m'a beaucoup plu et en tant que ministre, j'ai dû faire face aux mêmes difficultés que Jean Foyer. Et bien sûr, la question se pose, alors la liberté d'action quand nous parlons au niveau de l'extérieur, parce qu'il y a les contraintes à l'intérieur aussi. Et comme M. le Premier ministre a mentionné, la question aujourd'hui le plus grand, l'équilibre entre l'unité et la diversité au sein de l'Union européenne. Et je pense que c'est vraiment la plus grande question aujourd'hui.
Maintenant, je vois comment fonctionnent les institutions. Le Parlement européen veut s'élargir toujours ses compétences. Le Parlement européen veut agrandir, le Parlement européen veut plus de pouvoir. Et chaque jour, j'entends de différentes initiatives de différents députés comment il faut renforcer la position du Parlement européen. Il y a une alliance entre la Commission et entre le Parlement européen. C'est une alliance naturelle. C'est logique parce que les commissaires viennent devant le Parlement européen. Alors, ils veulent suivre un petit peu les instructions et les idées qui viennent du Parlement européen. L'autre côté, la diversité est représentée par les États membres, par les 27 aujourd'hui, avec les histoires de 27 et la culture de 27, c'est la diversité. Alors, l'unité est représentée par les institutions, notamment la Cour de justice aussi dedans, par la Cour de justice avec ses décisions, vraiment une institution fédératrice. Alors, ça signifie quand même l'unité est bien représentée par les institutions et le Conseil où sont les États membres, représente les diversités. Aujourd'hui, dans mon point de vue, la plus grande question, il y a la différence qui veut représenter l'Europe comme une fédération avec le slogan de Ever Closer Union. Alors, il faut aller toujours unir les peuples européens. Et d'autre côté, il y a les gens qui veulent, comment dirais-je, une alliance entre les États sur la base de civilisation européenne commune. C'est la grande question aujourd'hui. Dans un temps, ce n'est pas la grande question que le gauche et droite, mais plutôt, je pense que c'est plus grande différence qu'il y a les députés et les gens les politiciens qui veulent aller dans la fédération et les autres qui veulent rester avec une, comment dirais-je, une alliance entre les États, mais une alliance qui est très importante, mais en respectant la civilisation européenne commune. Quand je suis ici au Parlement européen, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a les politiciens, il y a des politiciens dans l'histoire aussi, notamment Charles de Gaulle, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, je peux mentionner aujourd'hui Orbán Viktor, leurs noms ne sont pas bien à Bruxelles. Ce sont les personnalités qui étaient très fortes au niveau national, qui voulaient élargir leur marge de manœuvre au niveau national. C'est la raison pour laquelle, au niveau européen, quand je dis Charles de Gaulle ou Margaret Thatcher, Viktor Orbán, immédiatement, il y a un réflexe contre ces personnalités. Quand j'entre dans le bâtiment du Parlement européen, je vois bien sûr Jean Monnet, Robert Schuman, Henri Spaak, cette autre dimension. À la question, comment nous pouvons faire l'équilibre? Qu'est-ce que nous pouvons faire qu'il y a d'un côté les grandes personnalités européennes au niveau national qui est refusé, entre guillemets, à Bruxelles, et d'autre côté, il y a vraiment les pro-européennes, alors Jean Monnet. Mais je ne peux pas dire que Charles de Gaulle n'était pas européen. Il avait aussi une vision européenne, mais il y a différentes visions entre différentes personnalités. Mais quand même, c'est très intéressant. Quand j'étais l'ambassadeur en France, j'ai pu constater que peu de personnes connaissent le nom de Jean Monnet. Bien sûr, parmi les technocrates, parmi les politiciens, oui, mais le grand public ne connaît pas qui était Jean Monnet. Mais tout le monde connaît qui était Charles de Gaulle. Et pas seulement parce qu'il a joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais la Cinquième République aussi, parce qu'il était une très forte personnalité. Quand j'entre à Paris, alors j'arrive à Charles de Gaulle, aéroport Charles de Gaulle, et je peux aller immédiatement l'étoile Charles de Gaulle. Ça signifie, ici à Bruxelles, tout est Jean Monnet. C'est deux différentes visions. Comment nous pouvons réconcilier ces deux différentes visions? C'est la grande question aujourd'hui. Et nous pouvons changer un petit peu aussi. Je connais les éminentes personnalités qui, pendant 30 ans auparavant, a souligné l'importance de Jean Monnet et aujourd'hui commence à découvrir aussi l'importance de Gaulle. Alors, ça signifie quand même, il faut, quand nous parlons de l'Europe, il faut regarder ensemble les acteurs et comment nous pouvons assurer cette unité et la diversité. Mais maintenant, permettez-moi que je dise quelques mots aussi concernant les grandes questions dans le contexte européen.
D'après, où sont les problèmes? Alors, la première chose, il y a une surenchère normative au niveau européen. L'Europe veut légiférer tout, c'est clair. Alors, ça signifie que les États membres sont désintéressés, deviennent désintéressés parce que l'Europe veut, au niveau européen, nous souhaiterons légiférer tout. J'aimerais citer le livre aussi de Hubert Védrine, qui est son livre Sortie de chaos, l'Europe sortie de chaos, je ne sais pas exactement le titre, mais il a mentionné aussi que pourquoi l'Europe veut agir dans tous les domaines. Je pense que c'est tout à fait superflu. Je pense aussi. Et maintenant, il y a une coutume, au lieu de directives, l'Europe préfère les règlements. Alors, ça signifie que nous pouvons réduire aussi les marges de manœuvre des États. C'est aussi une grande question. Est-ce que c'est bon que nous souhaitons réglementer tout au niveau des règlements et pas aux directives? D'autre côté, la subsidiarité. La subsidiarité aussi, c'est un principe que nous aimons beaucoup. Mais dans la réalité, le contrôle au-dessus de la subsidiarité, c'est très faible. C'est très faible. Au niveau national, c'est très faible. Les parlements nationaux ne peuvent pas vraiment contrôler la subsidiarité et la Cour de justice ne veut pas, dans la réalité, contrôler la subsidiarité. La troisième chose qui peut réduire le marge de manœuvre des gouvernements, ce sont le pouvoir juridictionnel. Le pouvoir juridictionnel est devenu énorme dans toute Europe. Quand il faut regarder à combien de juridictions, il y a des cours constitutionnels. C'est logique parce qu'il faut protéger la constitutionnalité. Après, il y a le cours de justice à Luxembourg. Il y a le cours européen des droits de l'homme. Alors, ça signifie que le gouvernement est obligé toujours regarder les décisions de différents cours au niveau international. Et bien sûr, l'activisme de juge est devenu beaucoup plus grand que 30 ans auparavant. N'oublions pas que le Parlement européen joue aussi un certain rôle de tribunal, parce que le Parlement européen peut condamner un État. Alors, la juridiction, c'est devenu aujourd'hui beaucoup plus fort que 30, 40 ans auparavant. Et il y a en même temps, de temps en temps, des contradictions entre différentes juridictions. Quand nous voyons en Hongrie, il y avait une question de migration. La zone de transit. Alors, la Hongrie a établi la zone de transit et les demandeurs d'asile sont arrivés là-bas, ils étaient obligés d'attendre la fin de la procédure. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que la zone de transit, ce n'est pas une détention. 2 mois après, la Cour de justice a déclaré que c'est une détention. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que les citoyens peuvent comprendre pourquoi est-ce qu'il est possible que dans 2 mois, il y a 2 différentes décisions de 2 différents tribunaux, cours renommés? Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que vraiment l'activisme de juge est devenu énorme. C'est aussi, comment dirais-je, peut limiter le marge de manœuvre des gouvernements. Le quatrième, le pouvoir des experts. C'est très important aussi que je vous dise aussi que les organisations internationales et encore les organisations internationales non gouvernementales jouent aussi un rôle très influent, très influente. Il y a toujours les soft laws. Il y a les soft laws qui donnent seulement les indications. Mais après un jour, ces soft laws deviennent de hard laws. Et maintenant, les gouvernements sont obligés de regarder qu'est-ce qu'ils disent aussi les experts au niveau international. Ça signifie que peut aussi réduire le marge de manœuvre des gouvernements. Et je ne veux pas parler encore de compagnies multinationales, le Facebook et les autres grandes entités qui peuvent aussi jouer un rôle très important aujourd'hui et au niveau européen. Difficile de contrôler ces organisations. Mais permettez-moi que je dise aussi quelques mots, l'image de la souveraineté hongroise. N'oubliez pas que la Hongrie, l'histoire de la Hongrie est différente que l'histoire de la France, radicalement différente, ou radicalement différente de l'histoire du Royaume-Uni ou l'Allemagne. La Hongrie était occupée par les Turcs pendant 150 ans. Après, il y avait l'influence des Habsbourg, après les Allemands, après l'Union soviétique, 40 ans. Et 30 ans après le changement de régime, ce n'est pas un hasard que la Hongrie, tout autant que d'autres États de l'Europe centrale, ont cette image de réfléchir autrement sur certaines questions.
Nous cherchons à faire entendre notre propre voix. Nous avons vécu très mal lorsque l'éclatement de la guerre en Irak, le président Chirac nous a rappelé d'avoir manqué l'opportunité de nous taire. Nous nous sommes adhérés à une union où nous sommes assis de même droit à la même table. Permettez-moi de citer ici Valéry Giscard d'Estaing, que nous avons une grande estime. L'Europe de l'Ouest n'a pas le monopole de coeur. L'Europe centrale a sa propre histoire, ses fiertés nationales, ses identités nationales. Mais ce ne signifie pas que nous ne sommes pas bons Européens. Mais il faut prendre en considération que nous avons notre histoire, notre culture, notre identité aussi. Et si nous pouvons faire une harmonie dans la diversité, il y a des bases, des communs qui sont, comment dirais-je, partout en Europe similaires. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important le mode de vie européen. Je peux vous dire que la protection de le mode de vie européen, je sais que nous disons que promouvoir le mode de vie européen, mais quand même, je pense que c'est un élément qu'il faut donner une importance dans l'avenir. Excusez-moi, mais il faut que je parle parce qu'il y a une réunion très importante. Il faut que je prenne la parole. Le sujet est extrêmement intéressant parce que la souveraineté au XXIe siècle soulève beaucoup de nouvelles questions. Je voulais simplement mentionner comment est-ce que le marge de manœuvre, les mains de gouvernement est de temps en temps, comment dirais-je, bloqué ou limité. Mais je pense qu'il faut donner la marge de manœuvre pour les gouvernements pour faire des actions, bien sûr, en respectant de l'unité européenne. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et merci pour, malgré ce contretemps que vous avez pour aller à cette réunion. Donc, merci beaucoup encore une fois et je passe la parole à Marlene Oblonsky. Merci beaucoup, Gergely. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, chers amis, c'est un très grand plaisir de pouvoir participer dans cet échange passionnant. Pas seulement parce qu'on peut beaucoup apprendre, mais parce que, comme disait Jean-Pierre Raffarin, il y a vraiment un besoin de dialogue pour se comprendre entre Européens convaincus et patriotes convaincus que nous sommes tous. Je suis journaliste spécialisé dans les questions européennes et j'ai une formation d'historien. Donc, je suis dans la courte durée et j'essaye aussi de comprendre tout ce qui se passe avec une perspective de la longue durée. Donc, voilà, ce sont mes piliers. Mon analyse se base sur ces piliers-là et je vais essayer de donner en 3 points, je vais essayer d'expliquer en 3 points les spécificités de la souveraineté en Hongrie, de la conception de la souveraineté en Hongrie et en Europe centrale. Parce que je pense vraiment si on veut comprendre l'actualité, comme disait Monsieur le ministre Trócsány, il ne faut jamais oublier l'histoire tourmentée de l'Europe centrale. C'est vraiment une question cardinale, une grille de lecture cardinale sans laquelle on ne peut pas comprendre l'actualité. Le Conseil européen que nous allons tous assister avec un certain intérêt, les débats sur le budget ont tous une racine dans l'histoire. Alors, les 3 points, je vais tout d'abord parler brièvement des racines historiques de la conception de la souveraineté en Europe centrale et en Hongrie. Deuxième point, une approche différente de l'Union européenne, de la conception de l'Union européenne et la vision de l'Union européenne en Hongrie, en Europe centrale et en France. Et en 3e point, je vais me permettre de quelques remarques et quelques critiques vis-à-vis de cette conception de souveraineté. Parce que je pense qu'on doit aussi parler des problèmes de ces conceptions de souveraineté en Hongrie en ce qui concerne la politique. Alors, premier point, comme disait M. Trócsány, si on regarde l'histoire de l'Europe centrale et l'histoire de la Hongrie, on regarde et on parle aussi l'histoire des empires et l'histoire d'une lutte pour la souveraineté nationale. C'est très important à comprendre. On vient de fêter le centenaire de la Première Guerre mondiale. Si on fait un tour d'horizon de l'Europe centrale en 1914,
qu'est-ce qu'on voit? Les pays de Visegrad, qu'on appelle aujourd'hui les pays de Visegrad, la Pologne n'existe pas, divisée entre 3 empires. La République tchèque n'existe pas, fait partie de l'Empire austro-hongrois. La Slovaquie n'existe pas, fait partie de la Hongrie. Et la Hongrie existe, mais avec une autonomie et une souveraineté très limitée au sein de l'Empire austro-hongrois. Et ce n'est pas seulement une histoire du XXe siècle. Je peux citer bien sûr la domination de l'Allemagne nazie. Je peux bien sûr citer la domination et l'occupation soviétique qui a limité ou qui a même coupé la souveraineté de ces pays. Mais si on regarde l'histoire moderne de ces pays-là, on peut très bien voir notamment la question de l'Empire ottoman en Europe centrale, qui non seulement rejoint cette conception de souveraineté et a causé des problèmes d'occupation, mais a profondément marqué notre relation à l'islam. Donc, parler sans l'occupation ottomane de 150 ans, par exemple en Hongrie, ou sans la lutte des Polonais et d'autres pays de l'Europe centrale contre la domination ottomane au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on ne peut pas comprendre vraiment notre relation à l'islam et tous les problèmes contemporains liés à l'islam. Alors, réveil national au XIXe siècle, l'identité nationale se construit contre les empires. Donc, l'identité hongroise, en grande partie, se construit contre l'empire des Habsbourg. L'identité polonaise, par excellence, est une identité contre l'empire russe, l'empire prussien et l'empire autrichien. Notre identité se construit puisque notre identité ne peut pas se construire sur le plan étatique national, sous la souveraineté nationale au XIXe siècle, notre identité se construit sur la souveraineté de l'identité et la culture. Je dois souligner vraiment le mot identité et culture que János Martonyi a cité aussi, parce que l'attachement viscéral à la culture nationale est aussi parfois méconnu en Europe occidentale, et l'importance de la culture nationale pour ces pays-là qui se construisaient leur identité et leur souveraineté à partir de leur culture. Et c'est vraiment une différence profonde par rapport à la France. En France, l'État a créé la nation, et en Europe centrale et en Hongrie, c'est la nation qui a créé l'État. Je pense que c'est une différence fondamentale en ce qui concerne la souveraineté et notre relation avec les structures supranationales. Et je vais vous donner une anecdote pour comprendre l'importance de la nation. Je me souviens très bien, en 2007, 3 années après avoir rejoint l'Union européenne, j'ai réalisé un reportage en tant que journaliste à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. Nos deux pays sont entrés dans la zone Schengen, et j'ai réalisé un reportage, une interview avec un garde-frontière slovaque qui n'était pas content du tout, pas seulement à cause de son emploi, mais il avait presque les armes dans les yeux quand il parlait de sa frontière, qu'il gardait très fièrement, il avait l'impression de garder sa souveraineté, et il avait vraiment l'impression que tout juste après avoir regagné l'indépendance ou gagné l'indépendance de la Slovaquie en 1993, en 2007, personnellement, lui, en tant que garde-frontière slovaque, vient de perdre sa souveraineté. C'est une relation quasi viscérale pour la souveraineté. Donc, c'est juste vraiment une anecdote pour faire comprendre l'approche de la souveraineté en Europe centrale. Deuxième point, une perception vraiment différente de l'Union européenne en ce qui concerne la Hongrie et l'Europe centrale. De notre point de vue, comme on voit la construction européenne, la fondation et les premiers pas de l'Union étaient basés sur la volonté de ne plus jamais faire la guerre, de dépasser les frontières nationaux pour faire alliance, notamment, bien sûr, entre la France et l'Allemagne, pour la paix. Donc, c'est-à-dire, de notre point de vue, de notre perception, les fondements de l'Union européenne, c'est aussi le dépassement du cadre national, comme l'État-nation a produit des conflits tragiques au XXe siècle. On a l'impression que l'Union européenne, en partie,
et un dépassement des cadres nationaux. Tandis que pour la Hongrie et pour les autres pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, l'Union européenne, avant tout, c'est l'affirmation de notre souverainisme qui a été longtemps bafoué. C'est-à-dire que nous, en 2004, on avait l'impression de rejoindre un club où enfin on peut être égaux, où nous sommes à la table des décisions importantes avec les autres nations. On avait, et on a parfois, même aujourd'hui, un problème à comprendre qu'avec l'intérêt national, bien sûr, qui existe au sein de l'Union, il y a aussi l'intérêt communautaire. Je peux vous dire qu'en tant que journaliste, je participe parfois dans des émissions sur l'Union européenne et je discute avec beaucoup de gens. Et même aujourd'hui, ça nous pose un certain problème, par exemple, à comprendre que le commissaire hongrois désigné par le gouvernement hongrois siégé à Bruxelles n'est pas un émissaire du gouvernement hongrois, mais un responsable de l'Union européenne. Bon, bien sûr, on sait ce qui se passe derrière les coulisses, mais notre conception est profondément liée à ce souverainisme regagné et nous avons du mal à comprendre parfois qu'avec l'intérêt national, il y a aussi l'intérêt communautaire au sein de l'Union européenne. Et il y a le vocabulaire qui blesse. En Europe centrale, par exemple, et en Hongrie particulièrement, quand on parle des nouveaux membres en 2020, 16 ans après avoir rejoint l'Union européenne, on se pose toujours la question, est-ce que 16 ans après l'accession de l'Autriche ou de la Suède, on parlait de nouveaux membres? Bien sûr que non. Personne n'avait en idée aux années 2000 de parler de la Suède comme nouveau membre. Tandis que chez nous, quand on entend nouveaux membres, on a toujours l'impression d'être un peu des membres de deuxième classe, les nouveaux qui sont dans la classe, qui doivent suivre le professeur. Et ça, avec des identités nationales qui sont profondément marquées par la manque de souveraineté et par la domination et l'ingérence étrangère des empires, vous voyez tout de suite quel problème que le vocabulaire, parfois sans la volonté de blesser, bien sûr, mais que même le vocabulaire peut engendrer des problèmes. Même question, par exemple, des règles. Nous avons, en tant qu'Hongrois et Européens de l'Europe centrale, un soupçon, je pense pas toujours infondé, que les règles ne sont pas les mêmes. Et encore une petite anecdote, dans la presse hongroise, ça a fait un certain écho quand la barre de 3%, de déficit de 3% a été imposée avec un main de fer à la Hongrie et à d'autres pays de l'Europe centrale. Et quand Jean-Claude Juncker, président de l'époque de la Commission, on a posé la question, mais la France n'arrive pas à joindre les 3% de déficit, alors Jean-Paul Juncker a dit avec un air de grand seigneur, la France, c'est différent. Alors, en tant que francophone et francophile engagé, je souligne et j'adhère complètement à l'idée que la France est toujours un peu différente, mais quand même, cette phrase avait un certain écho en Hongrie, tout simplement, parce qu'on avait l'impression que nous sommes toujours les petits nouveaux membres. Voilà. En ce qui concerne la conception peut-être un peu différente de l'Union que je venais de développer dans le deuxième point. Troisième point, j'ai critiqué un peu l'Union, j'ai critiqué un peu le vocabulaire français, je vais critiquer notre vocabulaire en Hongrie et en Europe centrale. Est-ce que tout ce que je viens de dire signifie que la souveraineté est une valeur absolue? Bien sûr que non. János Martonyi a très bien déchiffré les barrières et les frontières de la souveraineté, mais si vous écoutez les débats en ce moment en Hongrie ou même en Europe centrale, vous avez vraiment l'impression que la souveraineté nationale est logiquement contre l'intérêt communautaire et l'intérêt de l'Union européenne, que ce sont deux principes qui ne peuvent pas être réconciliés. Ou bien nous sommes, comme disait László Tolcsányi, nous sommes des États-nations et nous voulons une confédération, ou bien nous sommes des fédéralistes au Parlement, à la Commission, etc. Et on ne veut pas entendre parler des États-nations. Je pense que c'est un amalgame et c'est une communication politique qui a des raisons politiques intérieures. Moi, je n'adhère pas du tout à cette logique.
poussé à l'extrême parfois pour des raisons de politique intérieure. Je pense qu'il y a une certaine volonté de la part de la politique d'instrumentaliser ce passé historique que je viens de vous expliquer, d'instrumentaliser cette allergie de l'ingérence étrangère et de la domination des empires pour souligner et pour montrer au public hongrois ou polonais ou dans d'autres pays que nous sommes les vrais défenseurs de l'intérêt de la patrie. Alors là, dans ce contexte-là, bien sûr, les questions d'état de droit deviennent des questions de souveraineté. Donc, nous avons le débat tout de suite à un niveau politique supérieur. Et là, tout simplement, on oublie que quand on a adhéré, par exemple, à l'Union européenne, nous avons adhéré, nous avons signé le traité qui parle de l'état de droit, que le Fidesz, au Parti populaire européen, a signé la déclaration en fin 2018 à Helsinki, une déclaration qui parlait très clairement de l'état de droit. János Martonyi, que j'ai le plaisir de saluer encore une fois, nous a accordé une interview en 2006 quand il a parlé de l'importance de l'état de droit en ce qui concerne la politique intérieure hongroise. C'est-à-dire que sur le plan de la politique intérieure hongroise, nous commençons à instrumentaliser quelque chose de fondamental de l'Union européenne et nous commençons à bâtir deux piliers en disant le pilier communautaire et le pilier de l'état de droit est complètement opposé au pilier du souverainisme national, l'un ou l'autre. Et je pense que et c'est mon analyse complètement subjective, bien sûr, mais je pense que c'est une erreur de notre part de vouloir à tout prix chercher l'affrontement où on pourrait chercher le compromis. Et dernier point, et je vais terminer là, je pense que c'est un double jeu, en fait, de la part de l'État hongrois, parce que sur un autre plan, le gouvernement souverainiste hongrois est le plus grand fédéraliste, en fait, de l'Union. Pourquoi je dis ça? Si vous regardez les déclarations de M. Viktor Orbán, il est un des plus grands défenseurs de l'armée européenne. Alors, avoir une armée, par excellence, avoir une armée européenne est par excellence une question de la souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne. Et je vous dis ce point pour vous montrer que dans mon esprit et dans mon analyse, la souveraineté européenne et la souveraineté nationale n'est pas quelque chose d'irréconciliable, que même dans la communication et dans la pensée du gouvernement hongrois, qu'on pense par excellence un gouvernement patriote ou même nationaliste, si on lit la presse étrangère, même dans la pensée du gouvernement hongrois, l'importance de la souveraineté européenne et l'importance de l'intérêt communautaire existe. Et je pense que c'est un bon départ et un bon point pour discuter, parce que je pense profondément que l'Europe centrale a besoin de l'Union européenne et l'Union européenne a besoin de l'Europe centrale. Donc, pas la peine de parler de fossé Est-Ouest. Je pense qu'on a beaucoup plus de choses en commun, et pas seulement sur le plan politique que je viens d'expliquer, mais sur le plan culturel aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentin Banfi. Merci pour cette intervention. Et je repasse la parole à Monsieur le directeur général pour la suite de discussion. Bien, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant et instructif. Je vois que Jean-Pierre Raffarin a pris beaucoup d'intérêt aux trois présentations qui s'enrichissaient et se complétaient mutuellement. Est-ce que, Jean-Pierre, tu veux réagir de façon, disons, générale? Peut-être que ensuite Philippe pourrait, sur l'angle des chaînes de valeur, intervenir. Et puis, il y a trois sujets sur lesquels plus pointus, mais enfin, pointus, mais stratégiques, sur lesquels on aimerait bien recueillir les vues de nos amis hongrois. Jean-Pierre. Bien, merci beaucoup, chers amis, de ces brillantes interventions.
je relève quelques points sur lesquels je voudrais faire des commentaires. D'abord, avec M. Martonil, je suis complètement d'accord pour dire qu'il n'y a pas contradiction entre coopération et souveraineté. Et ça, je crois que c'est très important de bien le comprendre. La souveraineté peut nourrir la coopération, et c'est parce qu'on a des responsabilités clairement affirmées qu'on peut passer des accords avec les autres. Et donc, je pense que c'est un élément très important de bien relier systématiquement coopération et souveraineté. Souveraineté ne veut pas dire isolement. Et donc ça, je pense que c'est très important dans la situation internationale dans laquelle nous sommes. Le monde est dangereux et déséquilibré. S'il n'y a pas de coopération, nous risquons vraiment de connaître un recul. En fait, on voit bien que le multilatéralisme, qui est l'expression de la gouvernance mondiale aujourd'hui, a reculé entre la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020, où on voit bien que la coopération a été vraiment diminuée, chacun cherchant plutôt au virus une réponse nationale. Donc ça, c'est un point qui est très important, développé par M. Martonil. Avec M. Trucciani, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont passionnants, mais il y a un sujet très important pour réconcilier deux Français, mais on pourrait choisir d'autres personnalités, mais il faut réconcilier Monnet et De Gaulle. Et ça, je crois que c'est intéressant, cette dialectique-là, Charles de Gaulle, Thatcher, Victor Orban d'un côté, Spaak, Monnet, Jacques Delors de l'autre. Je pense que c'est important de bien voir qu'il y a deux cultures dans la construction européenne et qu'au fond, il va bien falloir trouver des perspectives d'accord entre ces deux cultures parce qu'on voit bien que finalement, on est allé très loin dans la logique de la souveraineté, on est allé aussi très loin dans la logique de la coopération et au total, on voit bien qu'on est encore dans une situation qui est insatisfaisante. Et donc, je pense que là, il faudrait creuser un peu l'idée de M. Trucciani sur la civilisation européenne commune, sur ce mode de vie européen dont on a évoqué. Parce que ça, c'est un point clé. Si on veut dépasser les préoccupations nationales et qu'on veut naturellement les assumer, considérer leur caractère identitaire, mais avoir des visions, par exemple aujourd'hui, sur les questions environnementales et sur les questions de changement climatique, on a besoin d'avoir des valeurs communes. Ce qui était la recherche de la déclaration, la charte des Nations Unies, où on mettait, avant l'organisation, on mettait une plateforme commune. Donc là, je pense qu'on a sans doute à trouver la plateforme commune pour pouvoir nous rassembler, pour pouvoir faire en sorte que les cultures se rapprochent. Et quand on est sur respecter la civilisation européenne commune, je pense qu'il y a là le besoin d'avoir cette plateforme rassembleuse, je ne dis pas fédérative, mais rassembleuse pour avoir un patrimoine commun. Et au fond, dans les discussions aujourd'hui, il suffit d'ouvrir nos médias quotidiennement, on voit plus les différences que le patrimoine commun. Quel est-il ce mode de vie européen? Comment le définir? Comment le protéger? Comment respecter cette civilisation européenne commune? Je crois que là, il y a dans ce que vous dit Trucciani, M. Trucciani, vraiment quelque chose de très intéressant et pouvoir avancer dans cette direction. Et troisièmement, je trouve que avec M. Ablonzi, on a eu cette vision, je dirais, scientifique avec les différentes critiques, y compris celle de la Hongrie. Et je reconnais bien volontiers qu'en France, on pense que la France, c'est différent. En effet, c'est une structure mentale qui est dans notre tête. Et je crois que vous avez très raison de parler des nouveaux de la classe, parce qu'en fait, on voit bien quand même qu'une sédimentation s'est faite dans la construction européenne, et la Hongrie n'est pas l'Espagne, et l'Espagne n'est pas l'Italie, et chacun a au fond cette antériorité qui donne une caractéristique, mais c'est toujours un peu comme ça, les anciens combattants faisant rappel permanent aux nouveaux combattants qu'ils sont nouveaux. Bon, mais ce qui me paraît plus intéressant, enfin très fort dans ce que dit M. Ablonzi, c'est ce que vous dites quand vous parlez
des deux piliers, et notamment cet état de droit, c'est la recherche du compromis. Et ça, je pense qu'il faut qu'on trouve des méthodes parce qu'on voit bien qu'on n'a pas d'issue si on ne recherche pas des compromis. Et c'est pour ça qu'au fond, coopération et souveraineté peuvent s'entendre. Mais ils ne s'entendent que si on accepte le compromis. Si on n'accepte pas le compromis, ça veut dire qu'à un moment, c'est ou la souveraineté qui gagne sur la coopération, ou la coopération qui gagne sur la souveraineté. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les deux vivent ensemble. Et ça, je pense que dans cette démonstration assez scientifique de M. Amancy, je trouve que cette preuve, elle est vraiment là. Parce que, et c'est pour ça qu'il faut, je crois, rappeler notre patrimoine commun, parce que sans patrimoine commun, il n'y aura pas de volonté de dépasser l'affrontement pour aller vers le compromis. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important de cultiver ce qu'on a ensemble. Alors, naturellement, les élites le voient bien parce que les cultures, et là, moi, je ne peux qu'être hyper admiratif sur la qualité de votre français à tous ici. Je vous en remercie beaucoup, mais cette culture européenne que nous avons, et même si nos empires se sont divisés, ils se sont quand même confrontés, nous avons fait vivre ensemble un certain nombre de pages de notre histoire. Et c'est ça qu'il faut pouvoir développer. Et c'est pour ça que le rêve de cette société manichéenne, avec les réseaux sociaux où il faut être blanc ou noir, où il faut être systématiquement en arbitrage définitif, de ce point de vue-là, la vision asiatique pourrait nous aider. Parce qu'en Asie, on ne dit pas où on est nationaliste ou européen. Non, en Asie, on est toujours les deux. On est et ceci et cela. Et donc, nous, je pense qu'il faut qu'on soit et ceci et cela, et état de droit et identité nationale. Et donc, il faut qu'on puisse avoir cette vision aujourd'hui qui est au fond une pensée culturelle complexe. Et ça veut dire qu'il faut aller plus avant dans notre recherche culturelle et essayer d'avancer pour mieux se connaître et avoir quelque chose à défendre. Et qu'on puisse se dire qu'il n'y a pas que les intérêts nationaux qui méritent d'être défendus. Les intérêts nationaux méritent d'être défendus, mais nous avons aussi un certain nombre d'intérêts européens qui sont accrochés à notre culture commune et à notre souveraineté. Ce que nous devons protéger, et c'est autour de cet idéal de paix qui a été notre construction historique qu'il faut essayer de trouver ce que nous avons à protéger. Et dans ce cas-là, on doit pouvoir gagner en pratique du respect et à ce moment-là, peut-être éviter que les petits nouveaux se sentent vraiment un peu trop nouveaux et prennent leur place dans la famille à leur juste. Vous savez, je suis le dernier d'une grande famille, donc je sais ce que c'est que le petit nouveau. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc Philippe Coste, qui a été en poste à la représentation française à Bruxelles, qui a été directeur des affaires européennes au Quai d'Orsay et qui, pour l'heure, est notre plume. Est-ce que tu veux intervenir? Oui, alors moi je peux intervenir effectivement pour… Non, d'abord, bonjour à tout le monde et ensuite merci infiniment à nos amis hongrois de tous leurs commentaires qui sont vraiment très intéressants. Tous les trois, c'était formidable. Alors moi, je vais être conduit à ramener le débat à des proportions très terre à terre. En ce qui concerne les chaînes de valeur, moi, je voudrais vous interroger sur la manière dont vous concevez les choses, parce qu'il est évident que les chaînes de valeur qui se sont développées à la faveur de la mondialisation, etc., il est évident qu'elles ont des avantages considérables, hein, ne serait-ce que parce qu'elles ont mis à la disposition des consommateurs un éventail considérable de biens et de services à des prix contenus. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Néanmoins, n'est-ce pas, en France, on est très sensible à ces inconvénients où l'on voit des atteintes à la souveraineté. C'est bien ça. Alors, on y voit des atteintes à la souveraineté pour deux types de raisons. D'abord, parce que on trouve que
la mondialisation et les chaînes de valeur qui l'ont accompagnée. D'abord, elles ont des fragilités propres, ces chaînes. Des fragilités tout simplement parce que, comme on l'a vu avec l'affaire du Covid-19 ou avant ça avec le tsunami de Fukushima, n'est-ce pas, on a vu qu'il y a des interruptions qui remettent en cause la continuité de la production et donc ça pose des problèmes. Plus profondément aussi, c'est vrai que la Chine concentre une très grande partie des productions délocalisées et donc il y a effectivement, surtout depuis quelques années, une tendance en Chine à utiliser le commerce extérieur à des fins politiques, hein, c'est évident. Et donc, on le voit par exemple en ce moment avec l'Australie. C'est tout à fait étonnant ce qui se passe entre la Chine et l'Australie. Enfin bon. Donc, c'est perçu évidemment comme une menace sur la souveraineté. Et puis, d'une manière encore plus générale, c'est vrai aussi que la mondialisation, finalement, avec ses avantages et ses inconvénients, on a l'impression qu'elle a servi beaucoup les capitalistes qui placent leur argent et donc qui, grâce à toutes les économies réalisées par la création des chaînes de valeur, font fructifier cet argent, tandis que les victimes sont évidemment les travailleurs à qui les délocalisations aboutissent à des suppressions d'emplois. Donc, il y a un accroissement des inégalités liées à, du moins c'est ainsi que c'est perçu en France, un accroissement des inégalités liées à ce développement des chaînes de valeur. Et puis, il y a aussi, en France en particulier, une très forte tendance à la désindustrialisation qui donc, là encore, pose un problème profond, grave, sérieux de souveraineté. Autrement dit, nous avons l'impression qu'effectivement, la souveraineté est en cause dans la mondialisation. Alors, la question que je pose, c'est que la Hongrie n'est pas du tout dans le même type enfin, du moins le supposais-je, le même type de situation, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, si on regarde ne serait-ce que le niveau des salaires, hein, je sais que ce n'est pas un indicateur qui permet de tout résumer, mais enfin, ça donne un bon indice. Les salaires entre l'Europe occidentale et les pays d'Europe centrale et orientale, il est quand même très, très différent. Je vois qu'il s'étage entre un tiers du salaire moyen français en République tchèque à un septième en Bulgarie. Donc, la Hongrie est quelque part entre les deux, probablement plus proche de la République tchèque que de la Bulgarie. Enfin, c'est clair que cette différence de niveau de rémunération, de salaire, a induit des conséquences en termes de création de chaînes de valeur et donc d'utilisation des opportunités offertes par l'économie hongroise. On sait très bien que en Europe, les chaînes de valeur sont beaucoup plus auto-centrées qu'elles ne le sont en Asie ou en Amérique. C'est évidemment l'effet du grand marché intérieur, hein, qui est un énorme avantage, délocalisé dans des pays où le droit est le même que celui de la maison mère, c'est évidemment un gros avantage. Et on sait aussi très bien
que l'Allemagne en particulier a beaucoup délocalisé en Hongrie en particulier. Et donc, je suppose que les menaces que nous percevons en France découlant de la mondialisation, je suppose qu'elles ne sont moins, que la Hongrie y est moins sensible. Et donc, voilà, je me posais ces questions. Qu'est-ce que vous pensez de la mondialisation, des menaces de la mondialisation, des inconvénients liés aux délocalisations, des menaces supposées découler de la position chinoise? C'est surtout ces sujets que je voulais vous interroger. Évidemment, je reconnais que c'est beaucoup plus terre à terre que tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Mais enfin, pardon de vous ramener à des considérations si triviales. Merci. Donc la parole est à nos amis hongrois qui peuvent intervenir. Oui. Je peux? Oui, oui, monsieur le ministre, bien sûr. Alors, une ou deux remarques sur l'effet de la mondialisation sur la Hongrie. Alors, il ne faut jamais oublier que la Hongrie a une des économies des plus ouvertes du monde. Je ne vais pas citer les chiffres, mais à peu près 100% de notre produit national est exporté, et importé en même temps, bien sûr. Alors, le taux des investissements étrangers est très, très haut, un des plus hauts du monde. En même temps, la Hongrie, enfin l'économie hongroise, est une des plus intégrées dans l'économie européenne, si vous voulez, dans le marché unique. Alors, ce sont les faits. Nous avons donc développé cette sorte d'intégration pendant 30 ans, ou même peut-être un peu plus. Il y a eu aussi beaucoup de critiques parce qu'il y a beaucoup de gens en Hongrie qui ont le sentiment qu'on a trop poussé ce processus. On a trop ouvert la porte. Là, il y a aussi certaines raisons, au moins sur certains domaines, par exemple l'utilité publique, dont aussi nos amis français pourraient parler. Mais dans l'ensemble, moi je peux dire, étant donné que j'étais impliqué dans tout ce processus, toute cette procédure, que nous avons maintenant une économie très ouverte et assez compétitive, mais pas assez compétitive, je corrige, parce que, par exemple, aussi votre papier dit que nous sommes des bénéficiaires des chaînes de valeur, enfin de la mondialisation dans ce sens. C'est vrai, mais aussi nous avons une position assez arriérée dans ces chaînes. Et notre tâche première, c'est justement d'améliorer, augmenter, élever cette position dans les chaînes de valeur. Voilà, c'est la question de la compétitivité et la productivité. Comment est-ce que nous pouvons donc améliorer cette situation? Mais en ce qui concerne la souveraineté telle qu'elle, disons, dans un sens factuel, marge de manœuvre, comme on a dit, moi je pense que nous utilisons les moyens que nous avons. Alors, il y a des intérêts nationaux, sans doute, et il y a donc aussi les considérations très, très importantes, surtout sur le choc de la pandémie.
nous en avons déjà parlé, il faut certaines mesures de sécurité. Voilà, il y a certaines choses qui doivent être produites ici dans ce pays, même si c'est un petit pays, mais il peut y avoir des situations aussi à l'avenir que nous ne connaissons pas encore parce qu'il y a un élément d'imprévu ici aussi, mais quand même, il faut un certain minimum de sécurité. Et puis, il faut faire beaucoup de choses aussi dans le cadre européen. Alors là aussi, je ne vois pas, disons, un conflit impossible entre les intérêts nationaux et les intérêts européens. Mais ce sont plutôt des questions économiques. Là, je pense que l'Europe ne se trouve pas dans une mauvaise situation. Nous en avons parlé il y a quelques semaines aussi. Moi, je pense que côté économique, c'est notre force. Je parle de l'Europe. Côté politique, c'est moitié-moitié. Côté culture, côté identité, il faudrait renforcer. Voilà que je reviens sur mon sujet favori, parce que c'est lié aussi dans un certain sens à la souveraineté. Il faut renforcer l'identité européenne, cette sorte de l'espace de civilisation dont Robert Schuman a parlé. Alors, pour cela, d'abord, il faudrait accepter, et c'est là je dis à nos amis français, il faut accepter sans hésitation, sans réservation, la notion de l'identité collective. Parce qu'il y a une telle chose de l'identité collective ou communautaire, ou plus exactement, identité nationale. L'identité nationale, on en a déjà parlé, est bien sûr plus forte en Pologne, en Hongrie, qu'en Europe de l'Ouest, pour des raisons historiques dont on a déjà parlé. Mais il y a une identité nationale dans chaque pays membre de l'unité. Et c'est à travers de l'identité nationale que nous pouvons renforcer l'identité européenne, dont nous pouvons discuter quels sont les éléments les plus importants. Pour certains, pour les Polonais, pour les Hongrois, évidemment, c'est la chrétienté, parce que nous sommes convaincus que sans chrétienté, la Pologne et la Hongrie n'existeraient pas. L'Europe, je ne sais pas. Mais de toute façon, pour nous, l'identité nationale est basée sur la chrétienté. Et aussi, je pense que sans l'héritage judéo-chrétien, l'Europe n'existerait pas. Mais il y a aussi d'autres éléments. Il faut donc discuter sur ces éléments. C'est une chose très importante à l'heure actuelle, parce que sinon, nous perdons dans ces débats classiques qui sont les fédéralistes, qui sont les souverainistes. On ne peut pas réconcilier les deux camps. Non, non. Tout cela, à mon sens, c'est passé. Il faut parler des choses plus de substance et plus concrètes. Par exemple, est-ce que nous avons besoin de plus de l'Europe? Oui, bien sûr, dans certains domaines. Nous avons besoin de plus d'identité européenne, renforcer l'identité commune. Et puis, nous avons besoin d'une action externe beaucoup plus forte. Une politique extérieure, une politique de sécurité, et surtout, on a déjà parlé de ça, M. Abonti s'est référé à cela, il faut une défense, il faut une armée commune européenne. Voilà. Alors, il y a d'autre part beaucoup d'autres choses. Il faudrait peut-être prendre une pause, il faudrait un petit recul, il ne faut pas réglementer tout, il ne faut pas que la Cour de justice décide de tout. Bon, qu'il faut s'abstenir dans un sens de faire certaines choses. Il faut respecter la proportionnalité, il faut respecter l'attribution des compétences, il faut respecter la subsidiarité. Mais tout cela, moi, je pense, donne maintenant
une importance spéciale dans la période du choc, de la crise causée par les pandémies. C'est le moment que nous pouvons réfléchir vraiment sur des choses fondamentales sans vraiment entrer dans les vieux débats idéologiques et politiques. Je ne veux pas parler des choses concrètes qui sont maintenant sur la table, mais une remarque, il faudrait faire une séparation nette entre, d'une part, l'idéologie et la politique, d'autre part, du droit, l'état du droit, fonctionnement du droit, fonctionnement des institutions européennes, parce que si nous perdons dans ces débats idéologiques, alors nous continuons d'avoir des dangers graves, surtout dans cette période où nous avons beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que ces conflits. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la relation de la Hongrie à la globalisation et à la Chine, je vais d'abord parler de l'abstrait, mais M. Coste, après, je vais parler des choses concrètes pour faire comprendre notre position. Alors, c'est vraiment très juste ce que vient de dire M. János Martonyi, que la Hongrie est un pays très ouvert et très intégré sur le plan économique. En même temps, sur le plan culturel, c'est un pays qui a tendance à se sentir seul pour des raisons linguistiques, historiques évidentes. C'est un peuple qui vient de l'Asie, qui parle une langue finno-ougrienne et qui est seul dans la mer germanique et slave depuis 1000 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine tension entre les deux faits. Un pays très ouvert économiquement, très intégré, et un pays qui a tendance à se sentir seul. C'est la base d'où on part. Et pour parler concrètement de la situation actuelle et de notre position dans la globalisation et à la Chine, je vais vous donner un chiffre. La Hongrie réalise son commerce extérieur à 77% avec l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes complètement intégrés dans l'Union, mais nous avons besoin de diversifier, bien sûr. Donc, tous les gouvernements hongrois, pas seulement le gouvernement actuel, mais les gouvernements socialistes d'avant 2010, essayaient de se tourner, bien évidemment, vers la Chine pour des opportunités qui sont connues à tous. Notre problème et notre volonté à trouver l'équilibre en ce moment, je pense, est liée aux conflits qu'on voit entre l'Union européenne et le gouvernement hongrois. C'est que parfois, la politique hongroise a tendance à penser à la Chine ou à l'Est, comme on dit en Hongrie, comme une alternative à l'Union européenne. C'est-à-dire que si nous sommes dans un rapport de force négatif au sein de l'Union pour des raisons politiques complexes, nous pouvons, j'essaie de reconstruire la pensée politique hongroise, nous pouvons chercher un appui à l'Est. Et si on raisonne de cette façon-là, moi, en tant que journaliste, et je peux vous dire en tant que citoyen, j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Parce qu'on voit très bien, comme vous venez de mentionner à propos de l'Australie, M. Coste, que la Chine n'est pas du tout, n'a pas peur d'utiliser des États, n'a pas peur de manipuler des États, n'a pas peur de s'aimer la division. Donc, ce que je veux dire par là, je pense que diversifier et s'ouvrir au monde, et notamment à la Chine, est complètement légitime. Et je pense qu'on peut vraiment appuyer le gouvernement hongrois sur ce point-là. Ou on peut poser la question, est-ce que le réseau 5G et alloquer le réseau 5G hongrois à la compagnie Huawei chinoise, ou est-ce que construire la ligne de chemin de fer de grande vitesse entre Belgrade, capitale serbe, et Budapest, avec des crédits de l'État hongrois d'ailleurs, mais réalisés par les Chinois,
Moi, honnêtement, là, je me pose des questions. Et pas pour des raisons économiques. Je pense qu'on ne doit pas exclure la Chine pour des a priori idéologiques. Non, ce n'est pas ça. Moi, en tant que journaliste, je me pose la question, est-ce que en suivant la volonté d'avoir un appui et une position à l'Est, nous ne devenons pas un outil dans la main de cette Chine puissante, hyper puissante, pour utiliser le mot d'Hubert Védrine qu'il utilisait pour les États-Unis. Donc là, je me pose des questions. Je me pose des questions et j'espère que sur le plan européen, nous pourrons s'entraider. Parce qu'il est clair que la Hongrie, et d'ailleurs toute la région de l'Europe centrale et orientale, n'est pas suffisant à faire face à une possible volonté de la manipulation de la part de l'État chinois. Là, il faut une réponse européenne, c'est très clair. Ce que je me demande, et je termine par là, est-ce que la Hongrie a la volonté de comprendre Qu'est-ce qu'il y a? Là, nous sommes coupés. dans l'Union européenne? Là, j'aimerais avoir plus de preuves et plus de choses concrètes. Bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme des 90 minutes. Est-ce que, Jean-Pierre, tu veux avoir le mot de la fin et qui est peut-être qu'un au revoir? Oui, simplement, d'abord, je voudrais dire merci à nos amis, à la fois de leur profonde réflexion et de leur disponibilité pour échanger. Je pense que ce qui vient d'être dit à l'instant à propos de la Hongrie, a-t-elle volonté de comprendre, se pose au niveau de l'Europe et se pose au niveau de la France. Est-ce que nos pays ont la volonté de comprendre l'autre, ont la volonté d'essayer de sortir des clivages qui sont des clivages donc très politiques. Toute la question, et je dis ça avec un profond respect et une volonté de trouver des solutions avec M. Martonil, parce que c'est vrai que l'idéologie, au fond, enferme les hommes d'action dans des postures qui finalement empêchent la gestion de l'avenir. Et la question qui est aujourd'hui posée à l'Union européenne, c'est de mettre ses valeurs en avant. Et quand elle met ses valeurs en avant, c'est certes l'état de droit, mais c'est grosso modo la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est cette logique-là qui apparaît aujourd'hui comme le ciment de l'Union européenne. Et donc, on voit bien que cette pensée-là, qui est de tradition une pensée occidentale, aujourd'hui, elle est en partie rejetée par un certain nombre de pays dans le monde. Et que cette pensée-là, aujourd'hui, a été bouleversée par les situations nouvelles. Donc, la question, pour moi, qui est très importante, c'est quel est le socle commun que nous pouvons travailler et sur lequel on puisse se rassembler. Alors, probablement que l'état de droit est un des éléments importants, mais également ce concept qui est quand même essentiel de civilisation européenne et que Giscard avait tenté avec la Convention des institutions, mais qui n'a pas été finalement au bout de cette ambition. Et je crois qu'il faut absolument reprendre ce travail et essayer de construire cette ambition européenne qui doit nous rassembler à partir d'une volonté qui est, un, la protection de notre civilisation européenne et deux, son enrichissement par tout ce qu'est aujourd'hui le monde moderne, notamment les révolutions de l'intelligence artificielle et autres progrès technologiques. Donc, moi, j'ai été très intéressé par la discussion. J'ai beaucoup d'estime pour votre liberté de penser, beaucoup d'estime pour ce que la Hongrie vous donne
comme autorité pour parler au nom de l'histoire et au nom de l'Europe. Et donc, moi, je souhaiterais qu'on trouve les voies et les moyens de continuer à travailler ensemble. Et si un jour, on pouvait faire un papier commun sur notre vision de la civilisation européenne, je pense qu'on aurait là peut-être une contribution à donner aux uns et aux autres qui serait utile pour construire l'avenir. On ne pourra pas construire une politique si au préalable, on n'a pas bâti une pensée. En tout cas, merci beaucoup à tous et merci à M. d'avoir été l'organisateur côté hongrois de cette initiative. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup et au nom de la Fondation d'Otto-Habsbourg, particulièrement nous remercions et nous espérons forcément de pouvoir continuer avec vous. Surtout, la civilisation était vraiment au cœur, la civilisation européenne, de cœur de Otto de Habsbourg. Donc, je pense qu'il sera très content d'être avec nous ce matin. Et merci infiniment pour Madame l'ambassadrice pour organiser finalement, parce qu'au fond, c'est grâce à vous que nous pouvons nous retrouver ce matin. Et donc, merci infiniment pour toute cette matinée et on espère fort de vous voir en réel et pas seulement dans cette sphère digitale. Et nous vous invitons vraiment, on serait vraiment ravis de vous accueillir à Budapest et continuer cet échange que nous avons commencé ce matin. Merci infiniment pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Pascal. Merci, cher Premier ministre. Merci Pascal. Et à bientôt alors. Hein. Dès que vous avez la gentillesse de quitter, on y va. Et on sait que vous hésitez à nous inviter. Alors, vous êtes invité permanent, arrêtez. Volontiers. Hein. En tout cas, c'est un bonheur d'avoir cette discussion et je vous remercie beaucoup de l'avoir organisée. Et, vous voyez, avec nos amis, tous les moyens réalistes et concrets de pouvoir continuer à progresser dans cette direction. Mais les personnalités que nous avons rencontrées ce matin nous ont émus par leur qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.